Donc, bienvenue à cette soirée des réels, les réels qui tout doucement émergent ça et là, prennent des formes et d'autres. L'idée, c'est quand même toujours euh, de se saisir de cette proposition et d'en faire ce que chacun, chacune souhaite et veut. Et ce qui est possible aussi sur certains territoires ne l'est pas forcément sur d'autres. C'est une proposition de mettre en avant l'entraide, cette valeur qui semble nécessaire et qui pourtant est quelquefois un peu abîmée par une société qui ne prône pas forcément le lien social, le fait de s'entendre, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de ceux qui nous rassemblent et non pas de ceux qui nous divisent. C'est un pari qui, même s'il est perdu, vaut le coup quand même d'être d'être mené. Parce qu'en fait, il y a plein de choses sur les territoires et on s'en rend compte de mois en mois. On se fait cette petite rencontre et entre-temps, il y a beaucoup d'échanges. Des gens qui portent des trucs, mais à bout de bras, qui ont plein d'enthousiasme. Et il se passe beaucoup de choses ça et là. Ce soir, on va parler justement des médias et des alliés qu'on peut avoir sur les territoires, de celles et ceux qui font en sorte de faire voir d'autres facettes de notre société, des choses chouettes qui nous donnent le sourire, des belles personnes qui, voilà, qui portent des belles soirées, des belles rencontres. Et on en a besoin parce que sincèrement, tout n'est pas rose autour de nous. On pense à celles et ceux qui ont vécu un moment dur et qui risquent de le vivre à nouveau parce que les canicules sont très dures pour les organismes. Et malheureusement, il y a eu des morts et malheureusement, il y en aura encore. On ne veut pas être dans le déni adaptation radicale, on souhaite être dans l'accompagnement de la réalité de notre vie et de la vie de certaines et certains qui souffrent déjà beaucoup de tous ces bouleversements. Donc, on a une pensée pour toutes celles et ceux qui, voilà, qui ont vécu durement tout ce qui s'est passé et ce qui risque encore de se passer. Vous avez la possibilité, comme c'est enregistré, que ce sera rediffusé, de changer votre nom à l'affiche et de ne pas mettre votre caméra. Nous serons vraisemblablement un petit nombre ce soir et je vous remercie et on vous remercie d'être là. Comme vous le savez, ces visios, ces soirées ont toujours une deuxième vie, voire troisième vie dans les rediffusions. Sentez-vous libre d'aller voir justement ces rediffusions sur notre chaîne YouTube. Adaptation radicale, c'est très simple. Et vous avez accès à l'ensemble des soirées qu'on a déjà organisées et puis des futures. Je vais passer la parole à Thierry qui va vous faire une petite présentation d'adaptation radicale avant de se lancer dans la découverte de nos invités de ce soir. Thierry, c'est à toi. Oui, merci Nadège. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est bonjour, bonsoir à cette heure-là. Il fait bien jour, mais on est quand même dans le début de la soirée. Oui, juste quelques mots sur adaptation radicale, parce que effectivement, même si un certain nombre d'entre vous connaissent bien, euh, les replays font que de nouvelles personnes sont amenées à découvrir. Alors, quelques mots pour dire d'où nous parlons, quelles sont, je dirais, nos valeurs, notre raison d'être. Alors, je vais partager mon écran pour avoir un petit support qui permettra de voir tout ça. Et voilà. En principe, vous devriez voir la présentation. Ah, voilà. Voilà, bon. Donc, adaptation radicale, c'est une traduction qui vaut ce qu'elle vaut de Deep Adaptation, puisque le mouvement a été créé par John Bendel suite à un article qui, en fait, de synthèse de tout ce que l'on pouvait savoir à l'époque, puisque l'article date de 2018, hein, et tout ça ne fait que se confirmer, mais de toute façon, tout ça ne fait que se confirmer sans arrêt.
Et faisant ce travail un peu de synthèse, John Bendel, dans cet article Deep Adaptation, a Map for Navigating Climate Tragedy, une carte pour faire face à la tragédie climatique, fait le constat finalement que euh, on va pas pouvoir revenir en arrière, quoi, que les choses ne vont faire que empirer. Nadège le disait tout à l'heure, hein, les canicules ne sont que ce que la manifestation euh, de ce réchauffement, de cette dérégulation climatique. Et donc, la traduction en français, c'est adaptation radicale. Et en France, le mouvement existe depuis à peu près 2020. Et donc, ça fait maintenant 6 ans que nous existons. Alors, que dit adaptation radicale? En fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur un certain nombre euh, je dirais, de principes ou de concepts ou d'éléments qui permettent euh, en fait, de faire face à la situation, puisque la situation ne peut que ne peut pas véritablement être changée pour plein de raisons, et que euh, il faut sans doute, de notre point de vue, renoncer d'abord à cette illusion de la transition. Et donc, Jim Bendel a défini 4 R qu'on pourrait renforcer avec d'autres R, hein, mais le premier R, c'est celui de la résilience, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons préserver, qu'est-ce que nous voulons sauver de ce à quoi nous tenons vraiment. Euh, donc, il faut choisir. La résilience passe par le choix, et le choix, c'est aussi le renoncement. Donc, il y a un deuxième R qui est celui du renoncement. Il y a des choses euh, que nous devons absolument abandonner. Et puis, il y a un troisième R qui est celui de la restauration. Euh, Peut-être retrouver des choses qui, à un moment donné, fonctionnaient, permettaient effectivement euh, de, de la résilience ou la robustesse, hein. Il y a tout un débat autour de tout ça, hein. Mais la restauration, c'est effectivement une dimension importante. Et il y a un quatrième R, qui est le R de la réconciliation, qui nous semble être celui le plus difficile, c'est-à-dire faire la paix. Parce qu'on est souvent dans une société où on s'oppose, où on se confronte, où on se bat, on fait la guerre. Et en fait, malgré notre nom d'adaptation radicale, le R de radical, là, c'est le R de racine. Euh, c'est une adaptation à la racine profonde, euh, et non pas, je dirais, la radicalité au sens de l'opposition et de l'affrontement. Et donc, le R de la réconciliation nous semble important, puisque dans un univers où vraisemblablement les mobilités se réduiront, l'univers euh, de la mondialisation qui commence déjà à s'effriter sera vraiment derrière nous. Et à ce moment-là, ben, c'est avec les voisins qu'il faudra pouvoir compter. Donc, les voisins, on ne les choisit pas forcément. Et il y a ceux avec lesquels on peut forcément être d'accord, hein. On peut avoir des liens d'affinité, mais on n'a pas forcément d'affinité avec tous nos voisins. Et pourtant, c'est avec eux qu'il faut pouvoir vivre et composer. Voilà. Donc ça, c'est les 4 R. Euh, et puis, on a toute une réflexion sur cette articulation des 4 R, sur le travail intérieur qui peut être nécessaire pour euh, effectivement comprendre comment tout cela peut fonctionner.
Et de ce point de vue-là, lorsque on a réfléchi le mouvement, euh, alors on a déjà défini ce qui était notre baseline, hein, qui était concevoir et développer ensemble des réponses pour faire face aux effondrements en cours ou à venir. Il y en a qui sont en cours, il y en a d'autres à venir. C'est pas un seul effondrement, ce sont des effondrements. Tout ça est complètement systémique et on n'a pas de solution. Pour nous, il n'y a pas de solution et néanmoins, on cherche à développer des réponses pour faire face. Voilà. Et notre raison d'être, on l'a définie en trois points, hein. C'est reconnaître, accueillir les émotions de chacun et accompagner la prise de conscience et l'acceptation des processus d'effondrement. Ça nous semble le plus important, hein. Il ne s'agit pas de dire bah, ça s'effondre et puis ben, basta, hein. On voit bien que par rapport à cette situation-là, cela crée des sentiments, alors que certains appellent d'éco-anxiété, qu'on préfère nous nommer comme des sentiments d'éco-lucidité. Et une fois que l'on fait ça, eh bien, le deuxième point, c'est prendre soin des communautés humaines, bien sûr, mais aussi des écosystèmes avec le souci d'inclure, d'entraider. Et on voit bien que cette raison d'être qu'on a définie depuis le début, l'entraide est au cœur de notre raison d'être. Et puis, le troisième point, c'est agir, expérimenter, apprendre ensemble pour construire, soutenir l'adaptation, hein, en tissant des liens avec d'autres initiatives. Et bah, ces soirées, c'est aussi l'occasion de tisser des liens, d'étendre le réseau de l'entraide et des entraides pour construire un futur qui soit désirable et pérenne. Voilà. Alors, ça, c'est notre raison d'être qui se dégage un petit peu de ces principes des 4 R. Et bah, pour animer tout cela, eh bien, on a un certain nombre de formats, le plus souvent en ligne, hein, même si effectivement on essaye de produire des rencontres physiques, en particulier à travers les jeux de l'entraide. Euh, et un de nos premiers formats, c'était le web papotage, c'est effectivement accueillir les personnes qui viennent, qui découvrent, qui prennent conscience de ces processus d'effondrement et qui en sont affectés pour faire découvrir le mouvement, mais aussi pour accueillir toutes ces émotions qui peuvent bah, être difficiles à vivre. Et puis, on a bah, effectivement des rencontres là aussi en réel, hein. C'est le format Vivre ensemble par mauvais temps, hein, qui a été initié par Nadège euh, et qui permet de croiser un certain nombre de personnes à travers un certain nombre d'activités qui permettent effectivement d'avancer sur ce air de la réconciliation, hein, avec ceux qui sont là, tous ceux qui sont là dans leur diversité, euh, et, avec ceux qui sont parfois aussi dans des situations de vulnérabilité. Et puis, on a un autre format qui est un format un peu jeu. Ça fait partie des jeux de l'entraide d'ailleurs, hein. C'est Qu'y a-t-il dans mon sac? Où là, effectivement, il s'agit de regarder plus précisément euh, finalement, si je dois évacuer en urgence, qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac? Alors, il y a effectivement des propositions qui sont faites au niveau national, il y a des guides, etc. Mais on peut jouer avec ça. Jouer, c'est à la fois un jeu, mais c'est très sérieux néanmoins. Mais c'est aussi l'occasion de poser un certain nombre de questions parce qu'il ne suffit pas de mettre son sac sur le dos et puis à un moment donné, c'est bon, si ça dure plus de 72 heures et un effondrement, ça dure plus de 72 heures, euh, euh, je fais quoi avec mon sac? Je vais où? Je peux aller
vers qui? Et voilà, ça nous amène à se reposer les questions de l'entraide, et on y revient toujours. Et les jeux de l'entraide, c'est effectivement un format qu'on est en train de promouvoir, qui est un jeu initié par Julien Lecaille, euh, avec toute une petite équipe de développement, Olivier Ménicaud, Nadège et moi-même, pour promouvoir ça, et ça sera au cœur effectivement de notre festival des échanges et de l'entraide à partir du 9 juillet à Paris. Voilà, J'en mais Nadège reparlerai. vous en reparlera à la fin. Voilà. Merci Et beaucoup, puis Thierry. on a fait Ah, pardon. un nouveau format qui est à quoi faut-il s'attendre. Euh, alors on a l'habitude de faire des soirées thématiques, mais là on a poussé un peu le bouchon en, je dirais, mettant en scène ou mettant en évidence le fait que les situations sont vraiment de plus en plus éprouvantes et à quoi faut-il s'attendre? Alors moi j'avais aussi par rapport à ça un autre titre dans la tête, hein, c'était, je ne sais pas si vous connaissez le film d'Emmanuel Kaplan, c'est Une fois que tu sais, Once You Know. Et puis, il y avait ce film euh, à succès, Don't Look Up. Euh, alors, une fois que tu sais, euh, lève la tête, quoi. Hein. Bon, allez, hop, je passe. Voilà, on a un certain nombre de formats pour avancer, concevoir ensemble des réponses pour faire face aux effondrements. Et puis une petite... ah si, effectivement, ce qui est important, c'est l'élaboration des réseaux locaux des tempêtes, qu'on a rappelé, rebaptisé les réels, les réseaux d'échange et d'entraide locaux. Et, euh, et on est en train de faire tout un travail avec un certain nombre de partenaires pour cartographier les membres, les soutiens, et effectivement arriver à une carte des réels. Mais tout ça se fait effectivement en réseau. Bon, j'ai été long, mais en même temps j'ai été court. Euh, et donc, Merci, ce que je Thierry. vous propose, c'est, si vous voulez en savoir plus, eh bien, euh, vous cliquez, vous tapez dans un navigateur adaptationradicale.org, et là, vous trouverez notre site internet vivant, riche et toujours sur le fil de l'actualité. Nadège, je te rends la parole. Je vais Merci, Thierry. couper cette présentation. Merci à toi. Donc voilà, c'est très complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est J'arrête le vivant. On est, partage. Et on est. voilà, à toi, Nadège. Merci. En fait, les personnes à adaptation radicale, c'est très organique. Elles peuvent Je prendre ne en... t'entends pas, Nadège. Ah, et moi, je crois que l'on entend. Du coup, voilà, sentez-vous libre de proposer des choses, de venir intégrer notre collectif. Le but, c'est, il n'y a pas de chef, on est toutes et tous responsables et porteurs d'initiatives. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, on a différents canaux. Vous avez tout ça sur adaptationradicale.org et commençons cette soirée des alliés et des médias. Les alliés de l'entraide, on en a tellement besoin et je vais donner la parole à Stéphane Pellerin qui va nous présenter en deux temps. D'abord, l'association Le Phoenix Lab et puis qui reprendra la parole pour le Bulbe Média. Juste une petite chose, j'ai partagé un lien, le lien des notre cadre de sécurité des échanges. Il est très important pour nous de parler en toute bienveillance, même si on n'est pas d'accord, de le faire avec beaucoup de respect. Et nous y tenons. Il y a un modérateur, Cyril, qui va s'occuper du chat et qui va gérer également les questions et les interventions que vous ferez, que l'on fera ensemble par la suite. On veille sur vous et sur nous. Merci à vous de le respecter. Super. Stéphane, c'est à toi pour nous présenter le Phoenix Lab. Merci. Eh bien, je vous remercie pour la présentation. Je vais juste revenir un petit peu sur qui je suis. Certains me connaissent, notamment Julien. On s'était rencontrés il y a quelques années quand on avait cofondé l'association Enjeux communs avec Sébastien Béquignon sur en fait l'identification de tous les jeux de société de plateau de fresques sur les 17 ODD.
Et c'est à ce titre, en fait, qu'on s'est rencontrés dans nos écosystèmes sur Paris. Moi, je connais Christophe Mandreau, que vous connaissez aussi. On est dans des petites bulles à chaque fois. Lui, comme moi, ça fait à peu près depuis 1992 qu'on s'active à faire des projets en territoire, à sensibiliser le plus de nombre de gens possible à cette accélération effectivement du changement climatique. Et les uns et les autres, on a été beaucoup dans des associations, dans des collectifs. On y est toujours pour connaître, identifier toutes les bonnes personnes qui innovent et qui créent beaucoup de projets. Euh, Depuis, on va dire, 8 ans, avec Christophe, on accompagne des collectivités territoriales avec le cabinet de conseil qui s'appelle Phoenix Conseil en transformation. Et on a vu très rapidement en fait qu'il nous manquait un outil. Et cet outil, c'est en fait ce qu'on commençait à expérimenter dans les territoires, c'est-à-dire des laboratoires d'expérimentation. Soit on attendait que les collectivités territoriales s'emparent en fait de certains sujets pour lesquels nous on voyait clairement en fait beaucoup de freins. Soit on décidait par nous-mêmes de créer les projets et de faire de la coopération territoriale en allant chercher effectivement, comme on dit, les différentes parties prenantes qui sont les collectivités, les industries, enfin tous les décideurs économiques, mais aussi avec le socle commun de tous ces acteurs qu'on rencontre depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire les associations de terrain, les collectifs, les comités citoyens, avec lesquels en fait on a déjà forgé une identité du commun où on est déjà plus ou moins les uns et les autres dans des logiques en fait de coopération et d'entraide. Donc avec Arthur Keller, sur une de ces idées qui est toujours en cours d'élaboration, c'est comment en fait on va tendre à trouver les fonds financiers pour faire ces transformations en territoire. Donc, comment on va accompagner les porteurs de projets? Donc, de nombreuses discussions, on s'est dit que ça serait peut-être bien de créer une société, c'est-à-dire une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et comme on a été incubé l'année dernière par Alter Incube, on a très vite vu que c'était très compliqué en fait en interne, avec toutes les personnalités que l'on a dans notre écosystème qui sont des Alexandre Monin, des Olivier Hamon, des Isabelle Delannoy, tous ces pionniers en fait qui travaillent sur ces sujets-là, de créer directement en fait une SIC. Donc, on a préféré créer en fait une association de préfiguration d'une SIC et qui s'appelle effectivement Phoenix Lab. La base, c'est que chaque porteur de projet dans n'importe quel territoire porte un projet utopique que l'on va mettre en chantier, qu'on va collectivement, en fait, avec ces différents spécialistes, experts que l'on connaît dans tous les domaines, faire en sorte que ça fonctionne. Donc, en fait, on démarre en premier, on démontre et on montre aux parties prenantes que c'est possible, en fait, de lancer avec très peu de moyens des opérations de transformation territoriale. Donc, le Phoenix Lab, c'est effectivement tout cet écosystème de réseaux, de personnalités, de gens dans des associations de bonne volonté qui nous rejoignent ou soit qui portent en fait des projets qui voudraient réaliser par rapport, encore une fois, à des limites qu'ils voient dans leur territoire, qui peut être aussi bien des sujets sur la résilience alimentaire, de sécurité, on en parlait tout à l'heure, sur les risques majeurs, parce que Phoenix Conseil est sur les risques majeurs,
Donc, c'est comment effectivement on voit les difficultés des collectivités à mettre en place des zones en fait et des moyens de sécurité alimentaire euh, avec les autorités compétentes. Donc, pour l'instant, c'est des projets en fait qui sont juste dans l'idée en fait des politiques publiques, mais rien de concret. Donc, nous, on a des porteurs de projets qui effectivement amènent ces projets-là et collectivement, on essaye de travailler ensemble pour aller chercher collectivement, encore une fois, les financements pour faire des laboratoires d'expérimentation dans des territoires pour lesquels, derrière, on a travaillé depuis un certain temps avec ce qu'on appelle des collectivités pilotes, c'est-à-dire avec, ça peut être des DGS, ça peut être des chefs de projet, des chefs de mission, qui sont, eux, déjà formés, déjà sensibilisés, et on va effectivement travailler ensemble. Donc, on a quelques projets dans Phoenix Lab qui sont par exemple le Bull Media, dont je suis aussi un des cofondateurs. Nous avons aussi le projet Utopis, ça c'est le projet de Christophe Mandreau, qui a vu en fait dans son travail auprès des stations d'épuration la saturation de l'azote et derrière, le fait qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser pour l'agriculture. Donc, il a eu l'idée de lancer, parce qu'on aime bien aussi rigoler, hein, c'est de créer le nom Utopis. Donc, c'est la massification de la collecte d'urine pour créer la filière agricole. Et on le fait là où, en fait, c'est le plus, où on a les meilleurs atouts en termes d'adjoints à la transition écologique de la ville de Grenoble. Donc, dans des territoires où il y a déjà en fait des dynamiques qui se passent et il y a une ouverture des feux verts et des besoins essentiels pour l'agriculture. Donc voilà, ça c'est, on a trouvé les financements très rapidement avec l'agence de l'eau. C'est un programme sur 4 ans et voilà, l'idée c'est vraiment de bousculer à peu près tous les décideurs économiques à faire en sorte qu'on arrive à créer d'ici 2 ans, à monter la filière agricole au niveau pré-industriel. Donc c'est des énormes enjeux parce que la coopération territoriale, ils ne la connaissent pas par rapport à ce que nous, en fait, dans les associations et les collectifs, on sait la faire. Donc, il y a énormément en fait de difficultés et de freins. Donc voilà, ça c'est un projet en fait de shift. Euh, on a aussi d'autres projets, notamment un autre média, mais qui n'est pas mentionné là et que peut-être j'en parlerai un peu plus dans la soirée, qui va être un média d'engagement territorial citoyen qui va commencer au mois d'octobre, pour lequel on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des collectivités pilotes. Et on va faire à la rentrée une première émission live. Et derrière, on va développer, ça va rebondir sur la radio Larsen, sur, en fait, avec un relais des médias locaux qui sont en fait les radios locales territoriales. Voilà, donc Phoenix Lab, c'est une réunion de tous ces écosystèmes en fait de personnes que pour la plupart vous connaissez déjà, et on incube des porteurs de projets pour lesquels on attache une grande importance à la coopération territoriale, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais aussi ces projets doivent être sur une base des limites planétaires. Et donc, on a créé un comité d'orientation avec pas mal de spécialistes et d'experts pour justement avoir un filtre pour ne pas avoir des projets de redirection écologique
qui sont en fait des projets de transition écologique pour lesquels les transformations ne vont pas se faire. Donc voilà, on démarre depuis 1 an les projets sans structure. Et là, depuis, comme tu le sais, Nadège, puisque tu vas être invité à l'AG la semaine prochaine, cette semaine, on va, on va commencer en fait les projets opérationnels. Nous avons aussi, on fait des passerelles et constamment en fait avec les autres groupes, que ce soit les shifters, le Shift Project, mais aussi avec Genact en territoire, qui eux-mêmes ont des partenariats, on va dire, organiques avec les collectifs et d'autres, et d'essayer de casser un petit peu tous ces idées ou, on va dire, généralement, ce que l'on voit, c'est que ce soit le Shift ou que ce soit n'importe quelle association, mais chacun est dans sa bulle et a sa solution. Donc, c'est comment, en fait, on travaille intelligemment, tous ensemble, pour que ça profite, en fait, à l'écosystème. Merci Voilà. Stéphane. Voilà, c'est très intéressant de voir que l'entraide, alors nous, c'est vrai que les réseaux d'échange et l'entraide locaux, on les appelle de nos voeux. On voit qu'il y a beaucoup d'associations qui existent déjà. Et là, en fait, c'est l'entraide entre associations, l'entraide dans l'écosystème entre personnes qui a déjà voilà, pensé des choses, qui a déjà un réseau. C'est en fait tout le monde au service de tout, mais pas de tout et n'importe quoi non plus, avec ce prisme des limites planétaires et également des valeurs qui sont portées par le Phoenix Lab. Donc en fait, c'est pour ça que ce soir, c'est les alliés. Donc les alliés, cet asso que tu as co-créé, que vous avez, que voilà, le Phoenix Lab sert également, peut servir les territoires à développer justement des réseaux d'échange et d'entraide locaux ou réseaux des tempêtes, on les appelle comme les personnes le souhaitent et comme ça parle pour eux. Merci de cette présentation, Stéphane. Euh, Tu as fait toi-même la transition avec le fait d'incuber des radios territoriales qui sont vraiment qui sont à l'écoute du territoire, qui sont comment dire à disposition aussi. Et Florian va nous expliquer pourquoi cette radio, c'est pas une radio qui émet seulement, elle fait plein d'autres choses. Et donc on accueille Florian. Florian, tu es là et je te laisse la Oui, parole pour cette présentation. Merci à toi. eh ben, merci pour l'accueil. Et en effet, je pense que ça fera bien la transition sur le côté entraide. Alors, moi, je suis Florian. Je travaille dans une association qui s'appelle la Calligramme, qui est basée donc à Brioude. Brioude, c'est en Haute-Loire, en Auvergne. Et la Calligramme, c'est une association de réalisation documentaire où l'objet associatif, c'est proposer des imaginaires nouveaux et alternatifs. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait au tout début de cet échange, c'est qu'on entend un peu tout le temps les mêmes histoires. Il y a une manière d'être heureux, il y a une manière de faire, il y a une manière de faire du commerce, il y a enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a toujours les mêmes discours et cette association, on l'a créée à la base pour proposer d'autres histoires et notamment des histoires en local parce qu'on est basé en milieu rural et bah, finalement le milieu rural est peu raconté et notamment peu raconté par les ruraux. Euh, et donc, c'est une association qui réalise du documentaire, soit via de la vidéo, soit via de l'audio, ou soit via du diaporama sonore, film photographique qui mélange création audio et création photo. Alors, je vais vous faire un peu la chronologie de Super Larsen pour vous montrer que ce qu'on fait, c'est pas incroyable, c'est pas le projet le plus innovant de la Terre, mais montrer que avec un peu de patience, avec un peu de curiosité, on peut arriver à monter quelque chose d'assez sympa. Euh, Super Larsen, donc ça commence il y a 3 ans. À Brioude, on a la chance d'avoir un café associatif et on s'est réunis à une dizaine de personnes pour se dire ah, c'est sympa la radio, mais on n'en a pas à Brioude, il n'y en a pas dans dans l'ouest de la Haute-Loire. Donc on s'est réunis, pour discuter, on était une douzaine et on s'est dit bah, le plus simple, c'est peut-être d'essayer. Donc on se retrouve le mois prochain, deuxième jeudi du mois, pour faire une émission au public. Donc, on annonce ça dans la programmation du café et l'idée est toute simple. On ouvre les micros. Moi, j'installe le matériel. J'avais des petites compétences là-dedans. On s'est fait prêter du matériel par une association qui accompagne les groupes de musique.
Et en montant ce petit plateau radio, bah voilà, n'importe qui pouvait venir s'exprimer, raconter une histoire, lire quelque chose. Donc c'était sympa, il y a un peu de monde qui est venu. Et ensuite, on s'est dit, bah allez, on continue. Donc on a fait ça tous les mois. Et au bout de 5-6 mois, cette émission sans nom, de cette radio sans nom, on s'est réunis avec les personnes qui gravitaient autour de ça, que ça a motivé. On s'est dit, bah c'est sympa, il faudrait que ça continue. Donc la radio sans nom s'est transformée en Larsen, L-A-R-S-N, la radio sans nom. Et on a rajouté à ça du podcast pour pouvoir tout simplement réécouter ce qu'on faisait en public. Donc du podcast hébergé via du service public, ça s'appelle Audioblog. C'est une plateforme d'Arte Radio qui propose d'héberger des podcasts et après de les rediffuser si on veut sur les plateformes, Spotify, Deezer et compagnie. Donc c'était sympa, ça permettait de montrer ce qu'on fait. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas créer une web radio parce que ça nous permettra d'expérimenter autre chose, d'aller un peu plus loin. Donc on a monté une web radio. Et pour ça, on n'avait pas les compétences techniques, donc on s'est fait accompagner par un chaton. Donc les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est quelque chose qui vient de l'association Framasoft, où l'idée c'est de dire qu'ils ne peuvent pas être le Google français. Et donc, on a contacté un chaton pas très loin de chez nous qui nous a dit: Ah, bah oui, oui, très bien, je peux vous aider pour monter cette web radio. Donc, il nous a installé un logiciel qui permet de gérer une web radio. Et entre-temps, on était plusieurs, on était 5-6 à avoir fait une formation à Clermont-Ferrand, à Radio Campus Clermont-Ferrand. Et là, le technicien, trop sympa, nous a dit: Ah oui, il y a ce logiciel, je vous montre comment ça marche, allez-y, on installe ça. Donc, voilà, en partant d'une petite émission dans un café, à peu près 8-9 mois plus tard, on proposait des podcasts sur notre site internet et une web radio qui avait beaucoup de musique pour le début parce qu'on n'avait pas énormément de choses à proposer, mais voilà, on proposait de la rediffusion, ce genre de choses. Et d'une émission en public, on est arrivé à une deuxième émission en public dans un autre café associatif du territoire, des personnes qui sont venues faire des émissions musicales, des personnes qui ont voulu faire, je sais pas, du micro-trottoir. Donc voilà, ça a commencé un peu à émerger. Et la proposition qu'on faisait à la Calligramme, c'était de dire que toutes les personnes qui veulent participer au projet, il suffit elles participent à Prix Libre, elles adhèrent à Prix Libre à l'association. Et en adhérant à l'association, elles ont accès à du matériel. Il y a vraiment une volonté d'avoir une propriété collective, du moins associative du matériel, parce que c'est comme l'ouvrier qui n'est pas maître de son outil de production, si on n'a pas accès aux outils de création radio, on ne fait pas grand-chose. Et l'autre raison, c'est aussi que voilà, même si moi, dans mon métier de réalisateur, je me sers souvent de ce matériel, il passe quand même les 3/4 du temps sur des étagères, donc autant que ça serve et que ça tourne, quoi, parce que ça reste des terres rares, des matériaux, des choses comme ça qui sont un peu précieuses. Donc, on met à disposition ce matériel, mais bien évidemment, un micro, un enregistreur, suffit pas lui dire vas-y, marche, il faut comprendre. Donc, on a accompagné ça de formation et d'accompagnement. Donc, accompagner les personnes à faire de la création audio. Voilà, différents niveaux, soit des formations collectives, soit de l'accompagnement un peu plus individuel, ou voilà, est-ce que tu as besoin de plus d'aide sur la diffusion, sur le montage, sur l'écriture. Voilà, donc l'association elle avait un service civique notamment pour accompagner là-dessus. Et en discutant avec des copains, des copines dans le coin, en se rencontrant, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre radio locale qui faisait de la web radio dans le Forez, le Livre de la Forez à Ambert, et qui avait une radio très similaire à nous, en web radio, axée sur plutôt le territoire. Donc on s'est rencontrés, on s'est dit: ah, c'est chouette. Vu qu'on n'est pas si loin et qu'on fait des choses qui se ressemblent, on n'a qu'à fusionner nos programmes, comme ça on sera un peu plus large et on pourra s'entraider et voilà, partager une grille des programmations, partager tout ça. Et donc, eux, c'était Radio Super, comme le col des Super par là-bas. Donc, Radio Larsen et Radio Super ont fusionné, ils sont devenus Radio Super Larsen. Et le fait d'être un peu plus, ça nous a donné l'énergie d'aller déposer auprès de l'ARCOM. Donc, l'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel, un dossier pour faire de la radio en FM. Donc, pour le moment, on n'était que en web radio, donc web radio accessible partout dans le monde via Internet. Et on voulait faire de la radio FM.
Alors, malheureusement, des fréquences FM pérennes, une fréquence, je dis n'importe quoi, le 103.5 qu'on garderait 5 ans, 6 ans, ça n'existe plus, en tout cas pas sur notre territoire, parce que la volonté politique est plutôt d'abandonner la FM progressivement au profit de la radio numérique terrestre, le DAB+. Mais on a quand même pu avoir une fréquence temporaire parce qu'on fait beaucoup d'éducation aux médias. Donc, on intervient dans les écoles, voilà, à Ambert comme à Brioude, dans les écoles, dans des centres sociaux. On fait pas mal d'ateliers, on amène nos outils pour former tout simplement des personnes à utiliser le matériel, à réaliser des choses de A à Z. Et on a vraiment une dimension radio-école, voilà ce que je disais tout à l'heure, où chacun, chacune peut venir se former avec nous une des valeurs qui est partagée par Radio Super et Radio Larsen. À la base, c'était vraiment l'éducation populaire. On apprend en faisant. N'importe qui est capable à partir du moment où cette personne, on lui donne les capacités pour. Et donc, on a déposé un projet de radio FM pour 9 mois qu'on a eu. Donc, l'ARCOM nous a octroyé une fréquence pour 9 mois qui se termine bientôt, là, jusqu'au 15 juillet. Et donc, ça nous a permis, encore une fois, de continuer l'exploration. Voilà, on a commencé par une émission en public, après on a fait du podcast, on a rajouté une web radio et de la FM. Donc, il a fallu apprendre comment marche la transmission en FM, acheter un émetteur, tout ça. Là encore, niveau entraide, il y a une Bible qui nous a aidés qui s'appelle Radio It Yourself, un bouquin fait en open source que n'importe qui peut se procurer qui explique toute la radio de A à Z. Donc vraiment une ressource géniale. Et voilà, un copain qui nous a fait un site internet qui marche super bien, avec voilà, à chaque fois l'envie d'utiliser des outils libres ou open source. Pour ça, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que tout ce qu'on crée, tout le contenu qu'on produit, il n'est pas revendu, il n'est pas retraité par des GAFAM, etc. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ça coûte beaucoup moins cher, l'open source. On loue un serveur en Allemagne et en fait, on installe tous nos outils dessus. Et du coup, à part le coût du serveur et la personne, le chaton qui administre ça, et ça ne coûte pas grand-chose par rapport à toutes les solutions qui existent et qui finalement font plus des sous sur nous parce qu'ils monétisent, il y a de la pub et tout. Et aussi, tout ce côté open source permet de documenter ce qu'on fait. Donc là, c'est un peu le travail qu'on est en train de faire, c'est de documenter tout ça via ce qu'on appelle un GitHub. C'est un endroit où on décrit nos outils. On fait aussi un petit wiki. Et comme ça, on sera à peu près pour tout montrer. Et une personne qui voudrait reproduire ça, suffirait qu'elle reprenne un peu tout le GitHub pour connaître tous nos outils, les remettre en place à son niveau, quoi. Et donc voilà, Super Larsen. Et le projet un peu politique derrière, c'est de dire que, en tout cas, nous, sur notre territoire, il n'y avait pas de radio locale, mais il n'y avait pas non plus de médias qui permettent aux habitants de s'exprimer directement. Je m'explique, si je veux faire passer une information, je vais voir un média local, je vais voir la radio, et je vais rencontrer un journaliste ou je vais lui envoyer un communiqué de presse qui va reprendre mes éléments, les retravailler pour les diffuser dans son journal, dans sa radio. Et la parole est retransformée. Alors, c'est pas forcément un problème, hein. Il y a des journalistes qui font du très bon boulot, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais l'espace où les citoyens peuvent s'exprimer librement et parler directement, en fait, on n'en a pas localement. Donc, nous, c'est ça l'envie, de permettre aux habitants du territoire de s'exprimer et de le faire directement, ou voilà, on les accompagne pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes, et le jour où moi je suis pas là, ça continue quand même. Alors, c'est pas toujours évident tout le monde ne comprend pas forcément. Un exemple, la semaine dernière, il va y avoir un festival de photos à Brioude. Ils nous ont dit, ah, vous avez qu'à venir, c'est super. Vous allez nous faire un reportage sur le sujet. Je dis, alors non, on se déplace pas. Par contre, vous pouvez, on vous montre comment ça marche et vous faites c'est vous qui faites. Ah oui, c'est un peu compliqué et tout. Je dis, sinon, très simple, il y a des émissions en public, il suffit de venir, il suffit de parler et le micro est ouvert. Ah oui, mais c'est-à-dire que quelqu'un doit se déplacer, venir à cet endroit-là. Donc voilà, donc en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a pas l'habitude d'avoir d'espace d'expression direct et qu'on est très habitué à ce côté presque prestation de service du journaliste qui vient, qui se déplace.
Et voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que déjà, on n'a rien à vendre, il n'y a aucune publicité sur ce qu'on fait. On veut plutôt documenter des initiatives locales et ce qui se passe, et, euh, et voilà, et permettre aux gens de le raconter eux-mêmes. Et des fois, il y a des personnes qui voudraient un peu remplir la grille pour remplir et tout. On dit non, non, mais en fait, si on n'a rien à dire, ça sert à rien de prendre la parole. Par contre, s'il y a quelque chose à dire, bah oui, là, on l'accompagne avec plaisir, quoi. Voilà, donc Super Larsen, donc là c'est disponible sur un site, donc en web aussi, superlarsen.fr. Voilà, il y a une quinzaine de podcasts différents, donc avec voilà des trucs très différents, de la musique, des émissions en public, donc ça on en a trois et ça c'est très chouette. Et avec quand même le plus possible, on essaye voilà d'avoir du numérique, donc c'est vrai que c'est génial la radio pour ça ou la web radio parce qu'on est disponible un peu partout. Mais on ne veut pas non plus être que dans du numérique et que de la distance. Et c'est pour ça qu'on est très attaché à garder ces émissions en public. Voilà, on a de la chance d'avoir des cafés associatifs à Brioude, à Langeac, à Ambert aussi. Ils ont un espace collectif, un tiers-lieu où il y a une émission en public. Et on veut garder ces espaces-là pour en fait avoir des endroits où on se rencontre, on échange. Voilà, il peut y avoir du débat. La dernière fois, quelqu'un est venu nous présenter quelque chose sur de l'IA. Ça a fait beaucoup, beaucoup de discussions dans le café. Et c'est voilà, et c'est ça qu'on veut voilà, proposer en fait aussi un espace de discussion et de rencontre sur le territoire via l'outil radio. Voilà à peu près. Je peux voir qu'il y a quelques questions dans le chat. Peut-être qu'on Ouais, y reviendra on- après. ouais, Ou... voilà, je pense on fera justement un moment avec les questions. On a Cyril qui s'occupe de tout ça. Merci de ta présentation, Florian. C'était très complet. On va certainement mettre les liens pour que chacune puisse regarder, écouter par elle ou lui-même. Merci infiniment. On va repasser la parole à Stéphane pour parler du bulbe média et puis après on échangera sur la façon dont ces alliés et médias peuvent servir l'entraide dans les territoires. Stéphane, c'est à nouveau à toi. Eh bien, je te remercie, Florian. C'est une très bonne idée d'avoir fait cette web radio en territoire rural. Parce que justement, on en parle beaucoup et je me rappelle plus, il y a un livre qui est sorti au début du mois de janvier sur effectivement la ruralité, les initiatives portées dans la ruralité, mais pour lequel en fait elles ne sont pas assez ou pas du tout révélées. Donc, c'est comment refaire ce lien. Il y a quand même pas mal de chercheurs qui travaillent justement là-dessus, parce qu'à un moment donné, les métropoles, les villes ne vont pas pouvoir en fait euh, s'adapter au changement climatique. Déjà, ils ont abandonné l'atténuation. Et donc derrière, ben, il va y avoir une réoccupation en fait de la province et des territoires ruraux. Donc c'est comment on recrée ce lien et qu'on va vers l'entraide solidaire. Voilà, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé dessus. Bah, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très enthousiasmant en fait qu'on passe aussi sur le côté éducatif, la pédagogie et l'éducation populaire. Euh, le bulbe média, en fait, c'est toujours pareil. Ça part de rencontres de différentes personnes qui, un jour, se sont dit, tiens, bah, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme récit, nouveau récit culturel pour changer un petit peu la manière de voir les choses et de faire avancer le schmilblick. Donc, ce sont des shifters. Également, j'en faisais partie, j'en fais toujours partie. Et il y avait aussi des développeurs, des techniciens, notamment certains qui ont développé les plateformes, celle d'Orange, la VOD d'Orange, mais aussi celle de MyCanal. Donc, on avait des gens qui sont quand même assez pointus, quelqu'un qui est aussi très compétent chez Dolby Stereo. Et donc, on a créé en fait au début le festival Projection Transition
sur les nouveaux récits, les imaginaires, donc à travers le cinéma, pendant 5 ans, dans 4-5 villes en France et en francophonie en Belgique. Et on s'est réunis au bout de la 3e année pour dire, il manque quelque chose pour faire ce lien avec les territoires, pour voir ce qui s'y passe, comment on pourrait effectivement faire du média pour parler, mettre en visibilité des initiatives de territoire. Et le directeur de la programmation du festival, Philippe Ramos, lui, travaillait déjà avec une boîte de production en audiovisuel où il venait de faire une série documentaire sur les écolieux, les éco-hameaux notamment. Et ils se sont dit, mais comment en fait on va aller plus loin pour justement agrandir tous ces acteurs qui proposent en fait des contenus, mais qui sont éparpillés sur toute la toile et aussi dans les territoires. Et donc, comment on s'adresse en fait aux créateurs de contenu? Donc, il y a plusieurs choses dedans, mais en gros, le titre, c'est Gagner la guerre culturelle. Et donc, derrière, c'est un pari pour être le YouTube des alternatives. Euh, donc, on a créé la plateforme physique, euh, on va dire bas carbone, mais plutôt au niveau d'un numérique un peu plus responsable, même si les mots sont pas forcément les bons. Euh, et cette plateforme qui s'appelle TV for Planet, on a fait une expérimentation au début, pareil, parce que tout a été autofinancé avec les différents associés. Et comment elle a été autofinancée? C'est pas parce qu'on avait les moyens financiers. C'est juste parce que autour de nous, depuis très longtemps, on a dans tous les écosystèmes de réseaux des gens qui ont des compétences. Et donc, c'est comment, en fait, on a mutualisé toutes ces compétences techniques, technologiques, mais aussi de récits. Comment on a travaillé avec Valérie Zoïdo sur une projection de prospective sur effectivement le récit de comment on veut vivre la société de demain collectivement. Et donc, on a créé la première chaîne, le Bulbe Média. Et c'est toujours pareil, en fait. C'est comme tout à l'heure avec Phoenix Lab. On a un projet collectivement et on se dit, on va le lancer nous-mêmes. On va montrer et démontrer que c'est possible. Sans apport extérieur d'aucune entreprise, aucun sponsor, pas de collectivité, qu'entre nous. Juste avec notre matière grise et nos expériences de chacun. Donc, on a créé le Bulbe Média avec tous ces acteurs et on s'est dit, tiens, voilà, pourquoi ne pas créer effectivement une émission sur la musique. Donc, sur la musique, on a été voir qui? Ben, nos petits copains de Music for the Planet, qui eux faisaient aussi des fresques de la musique dans l'écosystème, etc. Donc, on a été à chaque fois chercher, on va dire, les têtes de réseau dans chaque thématique pour voir comment on allait travailler ensemble et mettre en lumière en fait les différents projets et initiatives portés par les uns et les autres. Donc, on a fait cette émission qui s'appelle Green Note sur une saison avec Tété, qui a bien voulu jouer l'animateur. Et lui-même a été chercher en fait des musiciens et des groupes qu'il connaissait et qui, en fait, était déjà dans une démarche d'engagement, de faire des concerts locaux. Voilà, donc c'était intéressant, effectivement, de le partager. Et là, on commence à élaborer, en fait, la seconde saison. Euh, on a fait à peu près 5 thématiques et on a demandé à des humoristes également de faire leur propre émission. Donc, on a Mathieu Briard, qui est un humoriste, qui a créé l'émission qui est notre émission phare, on va dire, qui s'appelle Un café décroissant,
où il invite en fait un chercheur, un scientifique, en face d'un humoriste. Et derrière, on en a fait des déclinaisons qui ne sont pas que sur le web, comme tu disais, Florian, mais aussi dans la vraie vie et dans le réel, si je reboucle, pour faire un Bulbe Comedy Club à Paris. Ça s'est fait en fait pendant 2 ans. Et comme on voyait que dans nos écosystèmes, on avait des chercheurs et des scientifiques du GIEC qui n'arrivaient pas en fait à se faire entendre, on s'est dit, tiens, pourquoi en fait ne pas les inviter à parler en fait de ces sujets-là, mais avec humour. Et donc, on a formé Marc-André Sellos et Valérie Masson-Delmotte à faire du stand-up. Et ils sont prêts tous les deux à faire un tour de France dans les villes pour faire des live comedy club. Donc en fait, c'est encore une fois tout l'imaginaire, toute la créativité de tout à chacun au service d'un commun. Et on a aussi rencontré les fresqueurs, tous les porteurs de projets en fait de différentes fresques. Et c'est ceux qui étaient, on va dire, avec la fresque numérique, pour lequel, en fait, c'était une fresque qu'il fallait vraiment mettre en avant, qu'il fallait booster par rapport à la fresque du climat. Et donc, on a créé ensemble, on les a accompagnés dans la création de la ligne éditoriale pour que, en fait, cette fresque soit on va dire, qu'elle soit mieux représentée dans un format vidéo. Donc, la plateforme TV for Planet, à travers le Bulbe Média, c'est aussi derrière une ingénierie de compétences et de mutualisation technique avec des professionnels qui sont partout au national. Ils ne sont pas que localisés à Paris, c'est vraiment partout au national. Euh, donc aujourd'hui, cette plateforme, il y a encore des émissions Un Café décroissant, notamment avec Jean-Marc Jancovici qui est sur les rails, mais aussi une émission qui va avoir lieu à la rentrée au mois d'octobre, parce qu'on fait une déclinaison du Festival Projection Transition en Bulbe Festival Projection à Paris. Et derrière, on va en fait faire une émission pilote sur le cinéma que l'on va faire avec un partenariat avec nos copains de CUT, qui est le cinéma uni pour la transition. Donc c'est Jérémy Régnier et d'autres personnalités qui eux aussi ont créé des contenus. Et c'est comment, en fait, à chaque fois et je vais reboucler sur ce que disait Thierry tout à l'heure, sur les R, parce que dans Phoenix Conseil, on avait créé la lettre R pour faire des interviews de tous les pionniers de la redirection écologique. Et ça a été un bon moyen, effectivement, de les mettre en lumière, parce que chacun, on leur a posé une question. Est-ce que demain, si vous avez des contenus, vidéo, audio, web radio, etc., si vous savez qu'il y a une plateforme qui existe, hein, qui mutualise et qui met en lumière toutes ces initiatives, etc., est-ce que vous voudriez mettre gratuitement sur cette plateforme? Et donc, ils ont tous répondu oui. Donc, cette idée, effectivement, c'est de dire aux créateurs de contenu qui sont sur YouTube, qui sont dans le même socle de valeurs que nous et dans la même direction que nous et que vous aussi ici, c'est de leur dire, bah, vous pouvez en fait rester sur YouTube, mais vous pouvez aussi mettre votre chaîne sur notre plateforme. L'idée, c'est qu'à un moment donné, la communication et la visibilité sera sur un seul canal. Et cette plateforme sera toujours gratuite. Elle ne sera jamais payante. Voilà, c'est pareil que pour la ligne éditoriale au niveau des partenariats avec des entreprises. On est très scrupuleux
à ce que déjà dans leur politique, ces entreprises soient également sur une intention et une volonté que leurs entreprises soient sur les limites planétaires. Donc, c'est d'essayer d'être cohérent, peu importe en fait si on a, massif ou pas massif, etc. On s'en fout, quoi. C'est que derrière, on engage vraiment les gens qui ont compris qu'il faut y aller, mais ensemble, collectivement. Donc, voilà, c'est une plateforme qui, pour l'instant, en fait, ne va pas plus loin parce que nous l'incubons dans Phoenix Lab pour aller chercher des financements pour en fait stabiliser la plateforme et avoir un hébergement avec OVH qui eux aussi en fait sont dans une transition à travers effectivement bon ils ont comme beaucoup d'entreprises des rapports RSE mais nous on les décrypte avec tous nos acteurs et le schiste pour voir en fait si c'est réel ou pas. Et on leur a proposé dans un échange, effectivement, de dire, OK, bah, si vous venez partenaire avec nous, nous, on vous accompagne derrière pour que ça soit plus que de l'intention, mais que ça soit réel et réellement impactant. Donc voilà, ça ne marche pas que dans un sens, il faut que ça marche dans tous les sens. Euh, et derrière, nous avons réalisé cette plateforme avec Nicolas Dimago, qu'on connaît depuis un certain temps, mais c'est très complexe de travailler effectivement parce qu'on est toujours en train de faire des demandes. Quand on réalise une émission, il faut demander voilà de la mettre avec une certaine résolution que nous on estime mettre et pas forcément avec une résolution plus haute, etc. Et donc au niveau technique, ça prend beaucoup de temps de passer par un tiers. Et aujourd'hui, on voudrait que ça soit développé en interne. Donc, c'est pour ça Mm. qu'ils vont être incubés par Phoenix Lab pour avoir les financements. Et à partir de ce moment-là, on pourra ouvrir à tous les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, pour mettre en place en fait leur chaîne sur notre plateforme. Merci Stéphane. Alors voilà, c'est cette entraide qui se décline en fait à plein d'échelles différentes, toujours au service d'un truc chouette qui est euh, bah ouais, de faire de proposer des choses qui ne sont pas forcément bankable, qui ne sont pas forcément rentables. Excusez-moi, j'ai utilisé un anglicisme. Voilà, pour qu'on puisse continuer à communiquer, faire voir les belles choses qui se passent dans les territoires et qu'on ne soit pas non plus dépendant d'un récit qu'on pourrait nous imposer quand on a des financements. Quelquefois, en fait, on se on s'oblige, on est obligé justement, comme disait Florian, de passer par la voix d'un journaliste, par une ligne éditoriale. Et ça, c'est aussi très intéressant de s'en libérer. La question qu'on pourrait se poser et qu'on peut-être, avant de donner la parole à Cyril qui va relater le chat, la question que moi je poserais et qui sera peut-être une de celles au fil de l'eau, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller voir les gens qui ne sont pas sur les plateformes alternatives? Et c'est pour ça qu'on a toujours cette inquiétude d'aller vers les personnes, alors que voilà, c'est pas si simple pour que notre communauté s'agrandisse. Cyril, à toi, qu'est-ce qui s'est passé sur le chat? Bonsoir, eh bien, pas mal de questions. On va commencer par la question du coup par rapport au Phoenix Lab, des questions de limites planétaires. Et la question c'est, est-ce que le Phoenix Lab prend en compte le respect et la promotion des droits humains indivisibles et interdépendants, à l'instar, me semble-t-il, de l'économie du donut? Donc tu as rapidement répondu oui. Est-ce que tu veux développer la réponse ou voilà, est-ce que tu veux bien développer la réponse éventuellement? Non, pas particulièrement, mais voilà, on a effectivement on a un socle de valeurs qui correspond à ce que le maximum de choses soient prises en compte. Euh, voilà.
Ok, très bien, merci. Alors, on passe du coup à la radio Super Larsen. Il y a eu une première question sur quelle était l'ère de diffusion de la web radio. Donc, comme c'est sur Internet, c'est partout. La question c'est plutôt de quelle était l'ère d'attraction, d'intérêt de la radio. Et donc, ce qu'on va pouvoir ajouter comme question, c'est quelle est l'ère de diffusion de de la radio FM. C'est pour toi, Florian. Oui, en effet, oui, le fait d'être sur Internet, on peut être potentiellement écoutable partout. Après, bon, voilà, c'est toute cette question de la visibilité, sachant que, enfin, personnellement, moi, je pousse pas du tout à être visible. Euh, Ce qui prime d'abord, c'est de permettre à des personnes d'oser s'exprimer, de prendre la parole. Voilà, c'est vraiment le côté éducation populaire. On apprend en fait qui prime sur le côté diffusion et audimat. On ne cherche pas l'audimat du tout. Et en termes de web radio, être présent sur le net, ça voudrait dire faire le jeu des Google et compagnie dans lequel on ne peut pas rentrer et on n'a pas les moyens ni les ressources non plus de rentrer. L'ère d'influence entre guillemets. Donc, déjà la FM, le dossier qu'on a eu, c'était un dossier de fréquence temporaire. Donc, on est bridé par l'Arcom. L'émetteur, voilà, on peut pas dépasser les 100 watts de puissance. Et donc, ce qui fait qu'on émet dans un périmètre autour de Brioude. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je dirais que ça serait quoi, une 15-20 km autour de Brioude à vue de nez. Et le fait, par contre, voilà, qu'on soit en lien avec les copains copines de Amber fait que voilà, on couvre un peu ce territoire. On fait beaucoup de liens aussi avec Radio Campus Clermont-Ferrand, qui nous a beaucoup aidé. La semaine dernière, on a proposé une formation en commun où on a proposé aux bénévoles et aux personnes d'aller à Clermont se former. Voilà, donc on, on fait un peu des liens sur le territoire. Donc voilà, ça reste un média qui est tourné autour de du sud-ouest de la Haute-Loire et le nord-ouest de la Haute-Loire et le sud du Puy-de-Dôme. Ok, super, merci. On a demandé aussi par rapport à l'audience de la web radio. Est-ce que tu as des infos là-dessus? C'est pas évident de connaître les stats. Clairement, c'est pas beaucoup. Si d'ici on a 10 auditeurs en même temps, c'est déjà bien. Mais c'est aussi dû au fait qu'on écoute de plus en plus en podcast et que les personnes qui ont envie de réécouter vont plutôt écouter les podcasts. C'est voulu que la web radio en général. Voilà, c'est aussi dû au fait qu'on n'est pas très bon en communication, on n'aime pas trop en faire. Voilà. Et après, pour le côté FM, impossible de connaître l'audimat. Pour ça, il faudrait faire des relevés médiamétrie. Donc, c'est un organisme privé qu'il faut payer et qui finalement est là pour pousser à mettre de la pub. Voilà. Savoir notre audimat en radio, c'est savoir combien on peut mettre de pub et à quel prix. Voilà. Vu que nous, on ne fait pas de pub, ça ne nous intéresse pas. Et voilà, il n'existe pas d'outils techniques pour connaître combien de personnes allument leur poste de radio en même temps. Ça marche. Ok. Une remarque ensuite, du coup, dans plusieurs pays, Internet a été coupé ou filtré par l'autorité. Qu'est-ce qui existe comme approche low-tech ne passant pas par Internet, par exemple avec les radios ondes courtes? Et donc moi, j'ai ajouté éventuellement Meshtastic, je sais pas si tu le connais, ou si tu as d'autres éléments à apporter. C'est une très bonne question. On se les a posées justement ce week-end sur notre formation avec Campus à Clermont. En effet, aujourd'hui, l'outil, il est très facile à prendre en main grâce à Internet. Chacune peut se connecter à la web radio depuis son ordi, depuis son téléphone chez lui pour mettre du contenu. Chacune peut, depuis chez lui, mettre des podcasts. Donc, ça facilite énormément la tâche. Donc, il y a un côté très démocratique. Par contre, le jour où on nous coupe Internet, ça marche moins. Par contre, le côté vraiment technique d'une radio FM, il suffit juste de l'électricité et faire marcher un émetteur en local avec une antenne. Ça consomme relativement peu d'énergie. C'est quand même le média le moins énergivore. Je crois que on estime que c'est pas plus de 1% de la consommation d'électricité en France, la radio, dans le secteur des médias. Donc voilà, si vraiment on voudrait, on pourrait tout simplement voilà, se mettre autour de l'émetteur et faire de la radio voilà, physiquement autour de l'émetteur.
aujourd'hui, voilà, Internet permet de le faire depuis loin. Et après, non, j'irai pas sur les mèches, c'est un petit peu technique, mais il existe quelque chose. Alors, c'est plus une utopie, quelque chose d'assez génial qui a été fait par un japonais qui s'appelle Kogawa, qui a, qui a inventé un système de micro-émetteurs qui s'appelle donc les émetteurs Kogawa. Donc, c'est des émetteurs qui émettent sur très peu loin, genre à 100 ou 150 mètres maximum. Mais dans son idéal, ça serait que, par exemple, dans une ville comme Tokyo, si toutes les personnes ou dans chaque immeuble, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a un émetteur qui relie la fréquence du voisin, eh ben, on pourrait faire un réseau comme ça en local et qui se passe d'un émetteur très puissant quelque part. Voilà. Après, voilà, le Kogawa qui a fait ça, ça reste une utopie, mais qui est techniquement très faisable. Et, voilà. Et le dernier point, par contre, qui va pas dans le sens, c'est que de moins en moins de personnes ont des postes de radio. On se rend compte que, bah voilà, les portables et tout, plus grand monde a de postes de radio chez soi. Les gens écoutent encore beaucoup, beaucoup la radio dans les voitures. Mais de plus en plus, les radios dans les voitures, bah, c'est le DAB+. Et je me demande s'il n'y a pas des constructeurs qui commencent aussi à enlever la FM pour mettre que le DAB+. Donc, oui, il y a un enjeu à reprendre des bons vieux postes de radio qui marchent très bien. Mais voilà, ça, on va pas dans le sens de l'histoire en faisant de la FM aujourd'hui, quoi. Je précise d'ailleurs parce que à travers Phoenix Conseil, on avait créé un escape game sur les risques majeurs et on précisait à chaque fois dans le sac à dos de mettre un transistor. Je me rappelle qu'à la mairie de Paris, il y a 2 ans, l'adjointe à la maire de Paris nous avait dit, mais comment un transistor, mais où le trouver, etc. Et les discussions étaient un peu lunaires, mais bon. Merci bien. Alors, question suivante, c'est est-ce qu'il existe une cartographie des web radios locales? Euh, je crois pas. Il existe un syndicat, enfin, il y a des syndicats des radios associatives. Donc, en fait, bon, faut se tourner vers des radios associatives, hein, les radios locales, c'est des radios associatives. Parce que il y a aussi des radios locales commerciales. Voilà, donc, je ne ferai pas la promotion ici. Donc, voilà, il faut se tourner vers des radios associatives. Je sais pas, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Aura FM qui regroupe pas mal de radios. Et il y a un petit outil qui est assez génial qui s'appelle Radio Garden. C'est une carte du monde dans laquelle il y a des petits points et chaque point c'est une radio. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui sont référencés en France et partout dans le monde. C'est assez génial. Radio Garden, ça s'appelle. Ça marche. Je précise aussi Vas-y. qu'il y a il y a Radio Aligre qui a répertorié toutes les radios locales au national. Donc voilà, il faut regarder soit sur leur site, soit discuter avec les personnes, mais on nous en a parlé le mois dernier. Ok. Très bien. Ensuite, j'ai relevé un petit peu quelques liens qui avaient été demandés dans le chat, donc notamment les ressources, les outils. Donc, il y a libretime.org, castopod.org et wordpress.com. On a demandé aussi les adresses des médias, donc c'est superlarsen.fr et lebulbe.media. Et donc, on revient du coup sur les questions pour toi, Stéphane, par rapport au média Le Bulbe. Il a été question d'un festival et il y a eu plusieurs interventions entre le festival Projection Transition et le Bulbe Film Festival qui sont différents apparemment cette année. Comme quoi, le festival Projection Transition était plus par rapport au shifter et l'adresse c'était projectiontransition.fr. Est-ce que tu peux confirmer tout ça? Oui, tout à fait. Alors là, si je regarde ce qui est noté, parce que ça, c'est une communication que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Donc, au mois d'octobre, au 7 Parnassien, ça sera le Bulbe Film Festival. Donc, il sera relié en fait à la plateforme Le Bulbe. C'est parce que, en fait, au bout de 5 années avec les shifters,
il y a une volonté au tout départ de Jean-Marc Jancovici de vraiment déployer le festival dans tous les groupes locaux en fait des shifters. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que on est tous des bénévoles. On s'essouffle beaucoup, il y a beaucoup de turnover et que c'est quand même de l'événementiel et ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on a sorti en fait une partie. Le festival des shifters se fera toujours, mais nous, on en fait un autre qui va un petit peu au-delà en fait de l'histoire originale des shifters. Ok, super, merci. Ensuite, quelle place donnez-vous dans le Phoenix Lab et le Bulbe et autour à la perspective des bouleversements majeurs en cours et à venir dans nos sociétés? Une petite remarque derrière, ce serait génial de faire cohabiter et dialoguer avec humour des perspectives plus continuistes et d'autres qui prennent en compte un effondrement certain ou très probable. Ben, je dirais à cette personne, viens avec ton projet et puis on voit si on le met en place, quoi. Voilà. Mais déjà, en fait, on, on met déjà, la plupart de ces projets-là ont quand même une réalité par rapport à tout ce que l'on voit en fait se passer en ce moment. Donc, après, c'est vraiment soit de la cooptation en fait des personnes qui sont déjà au sein de l'association, qui sont des porteurs de projets, euh, vers d'autres porteurs de projets qui sont dans d'autres territoires, pour lesquels en fait on les rencontre et on voit si leurs projets donnent une réponse par rapport en fait aux crises majeures qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre. Donc voilà, on voit la pertinence ou non en fonction de ce que l'on vit et de ce qui est déjà dans les tuyaux. Très bien, merci. Ensuite, deux questions un petit peu sur les choix des plateformes. Est-ce qu'il y a une volonté de se passer de YouTube et pousser les créateurs, créatrices à aller sur Peertube? Là, c'est une question de Florian, donc du coup pour Stéphane. Ça, je ne connais pas pour Peertube. En tout cas, ce que l'on a vu pour YouTube, c'est que il y a la plupart en fait des YouTubeurs que l'on connaît qui parlent de ces sujets-là. Eux nous ont monté le fait qu'ils ont de plus en plus de publicité imposée. Donc voilà, si tu fais une thématique sur un sujet écolo et que derrière on t'impose systématiquement des publicités sur des SUV, ben forcément il y a un problème de cohérence. Donc euh, l'idée derrière est vraiment de leur proposer un choix. Mais ils peuvent prendre les deux choix, soit de rester, parce que bientôt, en fait, ce qu'il va y avoir aussi, c'est des abonnements payants pour les créateurs de contenu. Donc, déjà dans des modèles économiques un peu fragilisés pour ces créateurs de contenu, ils vont se tourner vers autre chose. Donc, après, comme on en a parlé, on parlait de la visibilité. C'est effectivement, est-ce que tu fais un commun pour tout le monde ou est-ce que tu vas aller ailleurs pour lequel derrière, tu n'as pas forcément en fait une puissance sur la communication parce que chacun en fait fait sa pub, sa communication, a ses relais, mais on voit que tout le monde est assez limité, même vous d'ailleurs, puisque vous en avez parlé aussi. Donc, c'est de voir en fait qu'est-ce que l'on veut en fait tous faire, mettre en avant et développer ce que l'on a envie de proposer à nos communautés. Voilà, c'est soit chacun reste dans son coin, fait ce qu'il peut, et comment on impacte dans nos territoires. Ces questions et sujets qu'on a parlé avec Pablo Servigne au mois d'octobre au festival Atmosphère déjà. Donc
c'est effectivement assez complexe. Donc, je ne pourrais pas te répondre, Florian, sur le peer to YouTube parce que je ne suis pas assez calé là-dessus, mais je vais un petit peu plus loin. Il est vrai que je pense que vous les connaissez, l'Assemblée virtuelle a travaillé et travaille encore sur un projet en local sur une sorte de plateforme qui ferait en fait un sorte de Slack Facebook très local pour lequel on travaillerait comment ça s'appelle euh, en c'est pas vraiment Internet relié avec les câbles sous-marins, mais c'est plutôt une sorte d'Internet local. Et ça, l'Internet local, c'est à travers en fait un réseau de fibres noires que moi j'ai été voir en Limousin et qui marche, c'est de l'information et de la communication qui marche au niveau très très local. Donc même si tu coupes en fait le réseau international, tu as un backup au niveau local pour l'information très localisée et après que tu peux déployer d'une commune après commune. Donc ça, c'est intéressant en fait à voir pour, en cas d'effondrement énergétique ou d'Internet et comment les uns et les autres en fait vont pouvoir quand même communiquer. Mais il n'en reste pas moins que si effectivement Internet est coupé sur des crises géopolitiques ou d'autres, une autre façon sur les risques majeurs, c'est effectivement à travers votre réseau et les autres réseaux qui sont déjà en place dans des territoires pour créer cette entraide solidaire et cette communication, comme je le reprends de Dominique Bourg en 2017 qui nous avait dit ça, c'est de refaire en fait une cartographie réelle de territoire avec des gens qui transmettent euh, la parole et l'information à d'autres personnes. Donc, c'est d'être beaucoup plus dans le concret de territoire sans avoir en fait l'outil numérique qui génère de toute façon des ressources énergétiques. C'est un plus d'avoir des plateformes, quelles qu'elles soient, mais à un moment donné, je pense que il y a trop de plateformes. Chacun veut créer sa propre plateforme et le nerf de la guerre, c'est les financements et la communication. Donc, c'est comment on arrive à faire comment, en fait. Il n'y a pas une personne qui a la meilleure idée par rapport à un autre. Voilà. C'est une bonne transition par rapport à la dernière question. Il y a eu une remarque du coup sur le choix des réseaux de communication. Donc entre les GAFAM ou LinkedIn qui est rattaché à Microsoft. Je sais à l'opposé que la Calligram n'est que sur Mastodon et pas sur les autres réseaux. Ce serait intéressant que vous deux vous puissiez du coup parler un peu de ça et dire quels sont les avantages et inconvénients de l'un de vos deux choix. Euh, donc Alors, plutôt très ouvert, mais GAFAM pour toi Stéphane, et à l'inverse Mastodon moins connu, mais plus ouvert open source alors pour Florian. sur la Avant que tu répondes, Stéphane, je me dois de faire le maître du temps. oui, Il est 19h53, donc les réponses, je vois qu'il y a plusieurs mains levées. On va devoir faire très concis, avec mes excuses, mais pour terminer à l'heure. Merci à toi. on a fait le choix de la communication pour aller effectivement plutôt sur des alternatives comme Mastodon. Mais après, la plateforme en elle-même, c'est toujours pareil en fait. Euh, tu as des plateformes, tu as Internet, c'est de choisir ce qui est le plus équilibré pour parler au plus grand nombre et pour que les uns et les autres qui vont être, comme je le disais tout à l'heure, avec des contraintes financières, comment ils vont pouvoir s'exprimer. Donc voilà, c'est une solution, mais
c'est aussi derrière comment on peut faire autrement et collectivement sur d'autres supports. Très bien. Et du coup, Florian, sur le choix un peu de Mastodon, Ouais. euh, est-ce que ça vous convient comme ça et que alors, pourquoi en fait ne pas avoir été sur autre chose et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Et ben, je vais faire ça et en profiter pour répondre à Stéphane aussi un petit peu. Mastodon, donc un réseau social décentralisé, c'est-à-dire que les informations ne sont pas stockées sur les serveurs de Google, mais sur plein de petits serveurs un peu partout. Concrètement, on est invisible. Il y a très peu de monde qui nous voit. Pourquoi on est dessus? C'était un choix personnel d'être dessus et que personne dans l'association n'avait pris en main le côté réseaux sociaux. Donc, j'ai un petit peu comblé ce manque avec Mastodon, mais en effet, voilà, très peu de personnes nous voient. Et je comprends tout à fait le fait d'être sur YouTube pour avoir de la visibilité. Par contre, le petit truc qui me chiffonne, c'est bah, le slogan de dire que média 100% indépendant et gratuit. En fait, je pense qu'il n'est pas possible sur YouTube. C'est ni indépendant ni gratuit parce que les gens sont produits. Et pourquoi je disais, je parlais de Peertube. Donc, Peertube, c'est comme Mastodon. C'est voilà, au lieu que les vidéos soient hébergées sur les serveurs de Google, ils sont hébergés bah, chez nous, enfin, où est-ce qu'on choisit. Et je sais ce qui se fait pas mal, qui marche bien, c'est de dire, OK, on continue d'être sur YouTube, mais ces créateurs de contenu, comme tu les appelles, leur proposer aussi d'avoir aussi leurs vidéos sur Peertube. C'est ce que fait par exemple Blast. Ils sont présents et sur YouTube et sur Peertube. Du coup, c'est une manière de un peu ménager la chèvre et le chou. Et dernière petite remarque là-dessus, moi c'est un mot que je ne veux pas utiliser, créateur de contenu. C'est un mot qui a été mis en place par les plateformes et notamment YouTube. Parce qu'en fait, enfin, on s'en fiche du contenu. Tout ce qu'il faut, c'est du contenu. Il faut produire, il faut être là, il faut produire parce qu'après, on vend de la pub. Et du coup, voilà, on va plutôt tout simplement déterminer ce que font les gens. Et voilà, c'est des petits trucs, mais on essaie de faire gaffe justement à pas réutiliser les mots et les armes de ceux qui veulent nous détruire tout simplement, quoi. Mais en même temps, je comprends tout à fait l'envie d'être sur YouTube parce que nous, voilà, on existe très très peu et c'est pour ça aussi qu'on reste en local et, qu'on ne pourra jamais être à une autre dimension, même s'il n'y a pas la volonté, parce que voilà, on refuse d'être sur ces outils mainstream. Eh bien, on te demande l'adresse de ton Mastodon. Ton micro est coupé. Ouais, peut-être on peut échanger ça par Je vais message le mettre dans le chat, dans le ouais. chat. Voilà, super. Ça Euh, marche. euh, excuse-moi Cyril, je vais reprendre la Oui, main juste parce vas-y. qu'on et je te remercie infiniment. Pas Il de y a des souci. questions qu'on n'a pas pu traiter. Effectivement, il y avait un aspect politique des choses, mais ce n'est pas pour l'évacuer. C'est juste que si on ouvre l'aspect politique, il nous faut du temps pour le traiter correctement. Et du coup, malheureusement, ça ne s'y prête pas. Xavier, tu sais que ça compte aussi pour nous, donc un autre espace, un autre moment avec grand plaisir et on le fera avec sérieux et avec de l'espace pour ça. Thierry, tu avais quelque chose à ajouter? C'est juste une remarque au croisement de ce que Florian et Stéphane ont pu dire. Bon, j'ai noté plusieurs choses, mais en particulier l'intervention de Stéphane à la fin, appelant effectivement à un travail cartographique territorial pour pouvoir identifier les personnes, les structures qui portent une autre voix et qui peuvent être des guides par rapport, je dirais, aux alternatives et être là lorsque les choses vont s'effondrer, ça me semble être, je dirais, la base, je dirais, de l'entraide locale. Et par rapport à Florian, les web radios locales et permettent de donner la parole effectivement euh, à toutes les initiatives qui, là aussi, peuvent alimenter ce travail de résilience. Euh, ça me semblerait intéressant d'avoir parmi les émissions, et c'est pour ça que je demandais s'il y avait
une cartographie des radios, des web radios locales, parce que c'est une idée qu'il faudra qu'on réfléchisse et qu'on développe au sein des réels. C'est comment ces web radios locales peuvent se faire l'écho des initiatives d'entraide locales. Et effectivement, je voyais bien à un moment donné la logique des groupes de dimanche dont on a pu parler, comment à un moment donné ils peuvent venir et faire passer leurs offres ou leurs demandes d'entraide et que ça soit une caisse de résonance, quoi. C'est vraiment, je vois la radio comme une caisse de résonance et du coup, j'ai mis un lien aussi dans le chat par rapport au réseau mèche statique alternatif, éventuellement des effondrements de l'effondrement d'Internet. Et je crois qu'il faut qu'on travaille véritablement. C'est je dirais, un vecteur de résilience, de robustesse à restaurer, je dirais, les ondes radio et l'usage de la radio, parce que quand Internet va tomber, c'est ça qui restera. Et effectivement, il existe des protocoles, des initiatives, des dispositifs qui sont documentés pour pouvoir, à un niveau local, en tout cas, maintenir la communication à distance, mais à petite distance, quoique le réseau mèche statique peut, de nœud en nœud, aller très loin, mais la communication, elle sera surtout importante aussi à un niveau local pour l'entraide. Voilà. Mais quelques réflexions suite à cette soirée très intéressante. J'ai Merci Thierry. dit. On est vraiment toujours un petit peu frustré en finissant ces soirées, tellement de choses encore à communiquer. Effectivement, on passe pas sous silence le fait qu'on n'est pas tous et toutes responsables des choses qui sont autour de nous, mais quelque part, en utilisant certains outils, voilà, on fait sa part. Et du coup, la question toujours de savoir quels outils on utilise n'est pas neutre, en tout cas. C'est une conversation qu'on a en permanence à Adaptation Radicale. On est encore sur les réseaux sociaux GAFAM. Des personnes qui gèrent tous ces réseaux font beaucoup de mal à la planète et aux gens qui y vivent et aux vivants en général. On ne le met pas sous le tapis, mais pour l'instant, le choix qui a été fait, c'est d'être de partout. Donc, on est sur Mastodon, on est sur Blue Sky, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn. On est sur à peu près tous les réseaux j'essaye d'entretenir en permanence. C'est beaucoup de travail. Et en plus, c'est pas forcément très efficace. Mais c'est autre chose. C'est l'aller vers. C'est cette question de dire, de faire grandir la communauté. Et le choix que je porte, en tout cas, parce que ça n'était pas unanime comme choix, c'est de ne pas rester en silo. Et plus, en fait, on prend des outils qui n'appartiennent qu'à nous, ou en tout cas qu'à des gens qui ont déjà connaissance de ces outils, parce que c'est pas tout le monde, eh bien, on reste entre nous. Et l'idée, c'est d'ouvrir pour que toutes celles et ceux qui peuvent, qui au détour d'une publication à un moment donné, ça leur parle. On invite quelqu'un qui, du coup, c'est leur copain ou voilà. Et du coup, on permet aux gens d'accéder à la compréhension des choses. Alors, ça, c'est très, très, très descendant. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça comme ça, mais à un contenu qui n'est pas forcément évidemment est trouvé de partout et disponible de partout. Donc voilà, donc Xavier, oui, bien sûr, c'est problématique tous ces outils et les personnes qui les dirigent font beaucoup de mal et à travers notre utilisation, on participe de ça. Mais l'ambition est vraiment, vraiment d'ouvrir les choses, que tout le monde s'en empare. Et donc on est encore sur ces maudits Facebook, maudits, voilà, mais ils sont très utiles pour accéder aux gens. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos remarques, vos témoignages. On est toujours friands de vous rencontrer, de vous écouter. Sachez que ces rendez-vous sont aussi les vôtres. Donc, si vous avez une thématique qui porte les réseaux d'échange et d'entraide locaux qui peuvent les faire voir, non, donc les médias ont leur rôle là-dedans, mais il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas, on est de partout, on est disponible pour répondre, pour construire ensemble d'autres soirées qui soient à l'image de celles et ceux qui y participent. Rendez-vous au Festival des échanges et de l'entraide à Paris pour celles et ceux qui peuvent y être et sur nos différents canaux, même les plus vilains, on y sera.
Portez-vous bien d'ici là. On va faire une petite pause estivale. On va être sur le territoire français, un peu ça et là. Et puis on se retrouve à la rentrée pour de belles surprises et toujours des interrogations qu'on va essayer de nourrir avec vous, avec vos remarques, avec vos sensibilités, des web papotages, des collapses apéros pour justement parler de culture, parce que la culture, ça nous façonne aussi en tant que société. Merci à toutes et tous et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.